Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Grandcola. Vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste de la biodiversité. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous étudiez la manière dont le vivant évolue en identifiant, en classifiant les espèces. Donc, on avait besoin de votre éclairage pour comprendre les conséquences des déséquilibres que pourrait créer tout ce qui se passe en ce moment pour la biodiversité. Alors, selon le dernier rapport de l'IPBES, c'est une plateforme gouvernementale sur la biodiversité, 2/3 des 50 000 espèces dont on dépend pour vivre sont en déclin. Pourquoi ça doit nous alarmer ? Alors ça devrait nous alarmer déjà depuis plusieurs décennies, puisque le dernier rapport de l'IPBES vient d'être produit au début du mois de juillet à Bonn, mais le précédent en 2019 avait déjà été produit à Paris, avait montré qu'en fait 1 million d'espèces étaient en voie d'extinction d'ici quelques décennies. Alors vous venez de le dire, en fait sur ce million d'espèces, il y en a 50 000 dont dépendent encore aujourd'hui 50 000 espèces sauvages, donc non domestiques, non cultivées, non élevées, dont dépendent encore 3 milliards d'êtres humains sur la planète. Donc ces 3 milliards d'êtres humains dépendent directement de ces espèces. Si ces espèces sont en déclin constant, il leur faudra trouver d'autres moyens de vivre et c'est notre responsabilité, bien sûr, collective. Alors, on va se dire que c'est parce que c'est pas forcément ces populations ne sont pas forcément des populations occidentales, donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle un petit peu moins. Pourquoi il y a ce déclin de certaines espèces ? Alors effectivement, on a une vision du monde qui est assez tronquée. Quand on est métropolitain, urbain, on a du mal à se rendre compte encore que le monde est finalement très varié et que beaucoup de personnes dans le monde sont encore en contact avec la nature. Et malheureusement, ces personnes sont effectivement victimes des grandes causes de la crise d'extinction actuelle, à savoir la conversion des milieux. Quand on déforeste, quand on supprime des zones humides, le changement climatique lui-même qui a des effets évidemment dévastateurs sur la biodiversité et ce qui entraîne des effets retour sur le changement climatique. Également la surexploitation. Il faut se rappeler qu'un tiers des espèces de poissons sont en surpêche. Et bien sûr, on a aussi toutes les espèces qui sont amenées par nos circuits longs, par nos transports internationaux, ce qu'on appelle les espèces exotiques, qui, quand elles arrivent, peuvent causer des désordres dans les écosystèmes. Alors, quelles pourraient être les conséquences, ne serait-ce que pour les Occidentaux ? Comme ça, peut-être qu'on en prendra un peu plus conscience de tous ces dérèglements, de tous ces changements, de toute cette réduction du nombre d'espèces ? Alors, je pense malheureusement, on a du mal à se rendre compte que dans notre environnement, l'environnement n'est pas seulement physique, il n'est pas seulement climatique, et le climat lui-même est en partie biologique, on le sait. Les gaz à effet de serre sont émis, mais une partie de ces gaz, une partie de ces molécules peuvent être piégées par les organismes vivants, ce qu'on appelle les pompes à carbone. Parmi elles, il y a les tourbières, les forêts avec les vieux arbres. Et aujourd'hui, malheureusement, on a du mal à gérer notre environnement de manière à ce que ce piégeage continue à être effectué. Et puis d'autre part, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on a du mal à envisager aujourd'hui. Il faut se rappeler, on est en pleine pandémie encore actuellement, il faut se rappeler que le nombre de maladies d'origine animale et le nombre de maladies émergentes et de pics épidémiques a augmenté considérablement depuis plusieurs décennies. Et ça, c'est dû au dérèglement qu'il y a avec la biodiversité ? Alors, effectivement, il y a même une analyse de l'IPBES qui s'est tenue en juillet, il y a pratiquement un an, et qui arrivait à cette conclusion. Donc c'est une analyse, je rappelle qu'IPBES, c'est une plateforme qui rassemble 140 pays et qui effectue des expertises collégiales avec l'appui de l'ensemble de la communauté scientifique, à l'analogue de ce qui se fait avec le GIEC. Donc vraiment, ces conclusions sont très solide et malheureusement on se rend compte que le fait de grignoter l'environnement, d'augmenter la surface d'échange entre les environnements naturels, les forêts tropicales par exemple, et puis les populations humaines, ça amène bien sûr à fréquenter des animaux qui sont réservoirs de pathogènes et malheureusement quelquefois ces pathogènes peuvent infecter les populations humaines. Est-ce que vous avez des exemples très concrets de maladies, justement, qui sont dues à des animaux, des hommes et des animaux qui se mélangent alors qu'ils n'auraient pas dû. Tout à fait. Enfin, l'exemple que je pense tout le monde connaît, mais dont finalement l'origine n'est peut-être pas très bien diffusée dans la société, c'est la maladie Ebola, avec le virus du même nom. En fait, ce virus qui a des conséquences dévastatrices sur la santé humaine, son réservoir, ce sont des chauves-souris. À partir du moment où on déforeste, à partir du moment où des villages pionniers se localisent à la lisière des forêts, en fait, les personnes
personnes dans ces villages se trouvent en contact avec les chauves-souris et à ce moment-là peuvent effectivement développer la maladie liée au virus. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que la maladie de Lyme, c'est la même chose aussi? Parce qu'il est plus proche de chez nous. Il y a des cas en France de maladie de Lyme. On a des maladies dites zoonotiques, c'est-à-dire dont les réservoirs des pathogènes sont à l'origine d'autres espèces animales que l'espèce humaine. On a par exemple effectivement la maladie de Lyme, dont le réservoir se trouve dans des rongeurs et malheureusement le fait d'être piqué par les mêmes tiques qui piquent ces rongeurs permettent aux bactéries Borrelia de nous infecter. On a également la leptospirose ou d'autres maladies qui sont finalement assez proches de nous. Malheureusement, ce type de problème n'est pas un problème uniquement exotique. Oui, 50 000 cas en France par an pour la maladie de Lyme, par exemple. Donc, on a vu des conséquences sur la santé avec des nouvelles maladies qui peuvent arriver, de nouvelles pandémies qui sont à craindre. On a eu des conséquences aussi sur l'environnement global, c'est-à-dire, vous avez dit, ces fameux puits à carbone. Quelles pourraient être les solutions? Quelles pistes de réflexion, quelles solutions on pourrait avoir pour justement réparer les dégâts? Tout à fait. En fait, les solutions existent, on les connaît. Malheureusement, le problème, c'est qu'on a du mal à les appliquer. D'une manière générale, les organisations intergouvernementales appuient les politiques publiques. Maintenant, c'est aux politiques publiques et également aux personnes privées, aux sociétés et aux individus de les appliquer. Très concrètement, c'est quoi? Très concrètement, les solutions fondées sur la nature, c'est tout simplement déjà augmenter la mise en réserve des territoires. Aujourd'hui, on a à peine 10% de la surface terrestre et 1% de la surface marine qui sont en réserve. Et la plupart du temps, ces réserves font l'objet d'énormes prélèvements. C'est-à-dire qu'on sanctuarise des morceaux de terre ou des morceaux de mer sur lesquels on laisse la biodiversité se gérer elle-même, c'est ça? Tout à fait, mais on fait ça avec les populations autochtones et les communautés locales. Ça a été trop souvent le cas dans les décennies passées. On a évacué de ces zones les populations locales, ce qui était évidemment au plan éthique une abomination, et qui n'amenait pas à une bonne gestion, puisque finalement la gestion durable, c'est la gestion avec l'espèce humaine. L'espèce humaine aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards d'individus. Il faut à tout prix l'associer, et notamment les communautés locales et les peuples autochtones qui gèrent aujourd'hui pratiquement un quart de la surface des terres émergées. Ces populations, il faut les associer à cette mise en réserve. Mais combien de temps ça mettrait pour réparer les dégâts si justement on augmente ces fameuses réserves? Alors, ça mettra quelques décennies. Encore faut-il que pendant ce temps-là, les solutions soient également appliquées à la lutte contre le changement climatique, puisque le changement climatique est également une source de perturbation. Et puis, il faut également que cette mise en réserve ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, et puis que dans le reste des surfaces émergées et de la mer, on continue à polluer ou à extraire de manière excessive. Là, évidemment, on se retrouverait dans une situation qui, au futur, ne serait pas viable. Donc, vraiment, diminuer les intrants dans les cultures, diminuer la quantité d'espèces élevées, augmenter les circuits courts. Enfin, ce sont des solutions que tout le monde connaît. Malheureusement, on a beaucoup de mal à les appliquer. Et ça suppose, malgré tout, très souvent, beaucoup plus de connaissances scientifiques. Oui, ça suppose aussi une prise de conscience de cette fameuse biodiversité qui peut avoir des conséquences sur la santé, qui peut aussi avoir des conséquences sur l'environnement et pas simplement, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, il y a des solutions, il faut les appliquer dès maintenant, et des solutions qui prennent en compte la nature. Merci beaucoup, Philippe Grand-Colas, pour toutes ces explications.